vous propose de réécouter en longueur les propos du chef de l'État qui a donc donné cette interview exclusive à TF1 LCI signée Bastien Auger. La décision que nous devons prendre collectivement, c'est de dire si la Russie ne s'engage pas sur ces 30 jours de cessez-le-feu et sur ces discussions, il faut pouvoir prendre des sanctions supplémentaires qui soient beaucoup plus dures pour l'économie russe et en quelque sorte être dissuasifs. Donc vous mettez un ultimatum à la Russie? C'est ce que le président Trump a fait hier, c'est ce que nous faisons aussi et ce que nous comptons faire demain. Et avec quel délai? C'est-à-dire à quel moment vous dites là il y aura des sanctions? Écoutez, pour nous c'est dans les jours qui viennent qu'il faut pouvoir prendre un train nouveau de sanctions et surtout cristalliser les choses. Mais en même temps aussi, c'est un peu le voile d'ignorance qui doit se déchirer. Ça fait des semaines qu'on entend le monde entier nous dire « la Russie veut la paix ». Du Brésil à l'Inde, jusqu'au fin fond du continent africain, tout le monde, à travers mes déplacements, me disait « mais pourquoi cette guerre? La Russie est prête à la paix ». Ce qui est en train de se passer montre le contraire. Et donc il y a en quelque sorte aussi une vérité des prix qui est faite. Moi je suis convaincu qu'on va réussir à engager des discussions. Est-ce qu'on aura un cessez-le-feu clair? J'ai peur qu'on n'ait jamais de grande clarté ou une clarté complète. Alors ici, mais notre objectif, c'est de montrer l'unité Ukraine, Europe, États-Unis demain. Est-ce que vous êtes d'accord sur quelles sanctions déjà? Qu'est-ce que ça pourrait? Est-ce qu'on voit qu'on en prend depuis des années des sanctions? Vous Ça avez marche raison. pas toujours. Alors, elles sont plus efficaces qu'on ne le dit, moins efficaces qu'on ne le pensait, mais elles ont une efficacité. Maintenant, je pense que si on est tous engagés en disant, voilà, cette paix de 30 jours, c'est ce que vous avez dit au monde depuis des mois. On le fait, on engage les discussions. On engage les discussions directes. Ukraine, Russie. Nous, on est prêts à aider. Et si vraiment vous ne respectez pas cessez-le-feu, il y aura des sanctions supplémentaires. Je pense qu'on peut avoir un résultat. C'est quel genre de sanctions? Pardon, j'insiste là-dessus. Mais il y a des sanctions supplémentaires qu'on peut prendre sur le pétrole, sur différentes choses qui auraient un impact sur l'économie russe et qui permettraient d'accroître la pression. Mais ce qui importe, c'est de lancer cette dynamique. Alors, Général Chevancy, aidez-nous à faire le sous-titre de cette interview. On sent déjà un volontarisme dans les propos du chef de l'État, d'ailleurs, qui affirme comme ça, avec son poing comme ça. On sent qu'il veut montrer une Europe unie, une Europe puissante. Déjà, il faut remarquer que les 4 principales puissances, à la fois démographiques et militaires, sont ensemble à Kiev, donc y compris le Royaume-Uni. Donc déjà, c'est une coalition, je dirais, effective, politique, géopolitique, qui s'est mise en place pour... Mais puissante, parce que c'est ça la question. Alors, le mot puissance est un vaste débat en Europe. La question, quels sont les vrais moyens de pression? Moi, je veux bien entendre que les sanctions sont efficaces, peut-être, que les sanctions pourraient empirer, peut-être, mais pour l'instant, la question, à mon avis, n'est pas là. Ça, c'est la position, je dirais, des Européens qui espèrent que les Américains les suivront. Parce que ça, on voit bien en permanence derrière, il y a quelqu'un qui est en deuxième ligne. Et puis, de l'autre côté, quand on parle de paix, et de part et d'autre d'ailleurs, la paix que défendent cette coalition, c'est pas la paix que les Russes veulent. Donc, comment obtenir que les Russes renoncent à leur vision de la paix future? À la date d'aujourd'hui, quels sont les moyens de pression? On vient de parler des sanctions, peut-être. Maintenant, il y a un moment, il va peut-être penser à autre chose. Je ne vois pas trop, je dirais, militairement parlant, économiquement parlant, la réalité des moyens de pression qui existeraient sur la Russie pour l'amener à renoncer, finalement, à son plan de paix qui est inacceptable aujourd'hui. D'ailleurs, pas plus que pour les Russes, le plan de paix ukrainien soutenu par les Européens est acceptable. Donc voilà, on est dans une situation où de l'un des deux côtés, on n'a pas changé sa position, on est toujours sur la même position. Ce que j'ai dit depuis des mois en termes de paix, c'est ça que je veux. Bon, alors pour l'instant, comment ça va évoluer, je n'en sais rien. Et néanmoins, on sent que le président américain Donald Trump commence à s'impatienter. Il y a 2 jours, il a exigé à Vladimir Poutine un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Il menace aussi de mettre plus de sanctions sur la Russie. On entendait Dina Révol, Emmanuel Macron, de parler de sanctions sur le pétrole. Vous qui vous intéressez justement à ce réveil énergétique, est-ce que ça pourrait être une bonne option? Est-ce qu'on a les moyens de se passer aujourd'hui des ressources russes? Il y a déjà des sanctions sur le pétrole, en fait, mais il y a un contournement de ces sanctions. Il y a la fameuse flotte fantôme russe. En fait, en réalité, il suffit d'un effort politique. Il y a 200 navires fantômes qu'il faut intercepter sur les océans du monde. Donc, c'est pas très, très compliqué pour la puissance américaine, pour les navires britanniques, pour les navires français d'intercepter ces navires fantômes russes. Donc, finalement, pour ça, pour vous, ça c'est de l'image, c'est de l'apparence, mais finalement les actes on les connaît et on va pas au bout?
Écoutez, je pense que oui, parce qu'il y a aussi une deuxième chose qui est assez, je dirais, peut-être paradoxale, c'est que la France est devenue le premier importateur de gaz naturel liquéfié dans l'Union européenne. Donc, en somme, on envoie de l'argent à Vladimir Poutine pour bombarder l'Ukraine. Et il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que depuis le début de la guerre, on a envoyé à peu près, en tant qu'Européens, 200 milliards d'euros pour les énergies fossiles russes, et on a envoyé 135 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Donc ce chiffre en dit long. Mais la partie positive, c'est qu'en début de semaine, la Commission européenne a proposé justement une sortie des énergies fossiles russes, mais pour 2027. Donc on est un peu, en termes temporels, on est un peu loin. Donc l'action doit être toujours maintenant. Un peu loin. On est un peu long à l'allumage. Mais justement, si Emmanuel Macron les images sont positives quand même parce qu'il y a un retour de l'Europe et on voit bien que le couple franco-allemand doit être fort pour que l'Europe soit forte. Et là, Friedrich Merz incarne une autre Allemagne que celle d'Olaf Scholz. Donc ça, c'est une image très importante. Et en ce sens-là, si vous voulez, la puissance de l'Europe est déjà là. Il suffit d'arrêter les importations d'énergie fossile russe pour mettre vraiment une pression forte sur Vladimir Poutine. Alors Aurélien Duchesne, on voit bien dans les propos d'Emmanuel Macron qu'il s'agit de tester Vladimir Poutine, de lui dire je me mets à tutoyer Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, vous dites que vous voulez la paix, mais prouvez-le, puisque là, effectivement, il y a une forme d'ultimatum et de pression qui est mise sur le Kremlin pour voir si Vladimir Poutine veut vraiment la paix. Il est d'autant plus fondé à le faire qu'on a quand même désormais un alignement entre Européens, Ukrainiens et Américains sur une même demande, c'est-à-dire d'un cessez-le-feu de 30 jours. C'est-à-dire qu'après que Volodymyr Zelensky ait été plutôt isolé initialement, quand il est proposé aux Russes d'aller au bout de leur logique, quand les Russes ont proposé un cessez-le-feu de 3 jours pour le week-end pascal et de faire un cessez-le-feu de 30 jours, là maintenant, il y a une coordination entre Européens et Américains, dont Emmanuel Macron. Et la deuxième chose, c'est que quand vous comparez au dernier déplacement d'Emmanuel Macron à Kiev en 2022, Emmanuel Macron sortait de plusieurs semaines à être très isolé en Europe, à vouloir jouer un rôle, pour reprendre son terme, de puissance d'équilibre, d'être celui qui allait arrêter la guerre, d'être celui qui allait convaincre Vladimir Poutine de s'arrêter. Bon, désormais, Macron n'est plus isolé là-dessus, et désormais, il le fait avec une coordination, y compris avec les Britanniques. On a entendu le mot dans la bouche d'Adina Rivol du couple franco-allemand Arlette Chabot. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être moteur ? On sait bien que Olaf Scholz et Emmanuel Macron ne s'entendaient pas forcément très bien. On parle déjà d'un couple, je ne sais plus quelle expression, Mercrezon. Oui. Voilà, on a une espèce de contrastion entre Frédéric Mersch et Macron. J'ai du mal à le dire encore moi-même. Mais est-ce que tous les deux, finalement, avec leur vision commune de l'Europe et ce même danger aussi de la montée des extrêmes droites, est-ce qu'ils peuvent bien engager une nouvelle Europe, si je puis dire ? On parle surtout du moteur franco-allemand, parce que le couple, on oublie, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Mais ça doit être le moteur de l'Europe. Si les deux pays ne travaillent pas ensemble, il ne se passe pas grand-chose, effectivement, en Europe. Moi, je trouve aussi que le plus important, c'est la présence du Premier ministre britannique. C'est évident. Avec Boris Johnson ne serait pas venu avec ses petits camarades, je pense, et ça n'aurait pas été sur la même ligne. Or, en matière de défense, le Royaume-Uni, c'est effectivement un pays qui est essentiel. Et d'ailleurs, toute cette opération, puisque pendant ce temps-là, les Allemands votaient, a été menée par la France et le Royaume-Uni, c'est-à-dire la constitution de cette coalition des volontaires prêts à aller garantir la paix, ou en tout cas être prêts à garantir la paix, ou en tout cas, dans un premier temps, même éventuellement un cessez-le-feu. Donc ça, c'est très important. Après, comment les deux vont s'entendre, moi, je regarde cette image des trois. Je pense que c'est quand même très important. On n'oublie pas la Pologne, mais ces trois pays, si l'union reste forte, si les positions sont alignées, je pense que c'est effectivement... encore une fois, je me méfie du mot historique utilisé par le président de la République tout à l'heure, mais c'est un moment important pour l'Europe et ça veut dire qu'elle peut peser. Et regardons cet après-midi, si effectivement il y a un contact avec un Américain, parce que je dis un Américain parce qu'on ne sait pas qui participerait à cette conversation en visio, mais suivrait ces conversations avec Zelensky. Donc, il se passe quand même quelque chose, voilà. Donc, encore une fois, je le répète, chaque fois que l'Europe montre qu'elle existe ou qu'elle peut exister et peser,
il faut se réjouir. Et on guettait aussi la réaction de la Russie avec toutes ces annonces et ces ultimatums pour obtenir une paix même précaire de 30 jours. Écoutez tout de suite la réaction du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Si nous mettons en place un cessez-le-feu temporaire, vous voulez que la livraison d'armes s'arrête. Sinon ce sera un avantage pour l'Ukraine. L'Ukraine poursuivra sa mobilisation totale, déployant de nouvelles troupes au front. L'Ukraine profitera de cette période pour former de nouveaux militaires et accorder un repos à ses effectifs actuels. Alors pourquoi devrions-nous accorder un tel avantage à l'Ukraine ? Le président Poutine fait tout son possible pour résoudre le problème et parvenir à un règlement par des moyens pacifiques et diplomatiques. Mais faute de moyens pacifiques et diplomatiques, nous devons poursuivre l'opération militaire. Mais nous espérons que la médiation des États-Unis, la médiation du président Trump, nous aidera à apporter un peu plus de flexibilité, un peu plus de volonté politique et de sagesse au régime de Kiev. Bon, on se demandait donc s'il y allait avoir un cessez-le-feu, même une paix précaire. A priori, général, on en est très très loin. Dmitry Peskov le dit très clairement. Ça serait un avantage pour l'Ukraine. La Russie ne compte pas le faire. Elle va donc continuer son opération militaire avec des voies pacifiques. Là, c'est quand même un peu l'hôpital qui soulage la charité quand on sait que la Russie bombarde quand même quasi quotidiennement l'Ukraine. Non, il a dit pacifique si c'était possible, mais il a dit que les opérations militaires étaient d'un autre côté quand même. Il a différencié quand même l'aspect diplomatique, pacifique dans son discours, me semble-t-il. En revanche, il a raison. 30 jours de cessez-le-feu, ça veut dire effectivement se réarmer, réorganiser ses forces sur le terrain. Les Ukrainiens ont dit exactement la même chose il y a quelques mois. Exactement la même chose quand on parlait de cessez-le-feu. Donc on a la même situation, mais une situation militaire, c'est pas une situation politique. C'est que 30 jours, ça permet de se réorganiser, de se reposer et de ramener les munitions. Mais maintenant, oui, je vois que ça vous choque. Non, mais c'est pas que ça me choque, c'est que comment on va en sortir en fait. Parce que si c'est 3 jours... Si c'est 3 jours, c'est juste pour organiser une parade militaire, oui, une journée, ça ne suffit pas vraiment, mais 30 jours, c'est trop. Comment, à un moment donné, on arrive à un cessez-le-feu, si possible précaire, pour se mettre à la table des négociations ? Ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que si on pouvait obtenir un cessez-le-feu des Russes, il faudrait qu'ils soient battus sur le terrain. À la date d'aujourd'hui, ils ne sont pas battus sur le terrain. Ils progressent de quelques kilomètres carrés tous les jours, donc ils pensent qu'ils vont gagner. Et tant qu'ils penseront qu'ils vont gagner sur le terrain et gagner du territoire, ils continueront. C'est-à-dire qu'on ne négocie que quand on a des difficultés. Pour l'instant, la difficulté militaire n'est pas apparente. La difficulté économique, elle sera peut-être apparente. Mais on a dit il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, en 2025, ça sera difficile pour l'économie russe de faire face. On va voir, nous sommes dans une année critique en termes économiques, pas forcément militaires. Mais à la date d'aujourd'hui, il suffit de regarder tous les jours ISW et puis les autres comptes rendus. Les Russes continuent le combat parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner et ils mettent les moyens pour. Maintenant, je n'ai pas dit qu'ils vont gagner. En revanche, leurs objectifs n'ont pas changé parce qu'ils pensent qu'ils vont y arriver. Et la parade d'hier le montrait bien aussi. Donc ça veut dire que là, la Russie va peut-être révéler au monde, ou en tout cas aux yeux de Donald Trump, qu'effectivement, Vladimir Poutine ne veut pas la paix. C'est-à-dire que là, on est peut-être à un moment, Aurélien Duchesne, où les masques vont tomber. Oui, surtout que d'ailleurs l'impatience de Trump s'évalue à ce niveau, c'est-à-dire que par exemple Trump ou de l'autre côté son vice-président J.D. Vance qui dit que les exigences des Russes sont excessives, ou encore du côté du département d'État américain d'aucuns qui disent que la Russie doit laisser tomber ses buts de guerre maximalistes, du type, par exemple, annexer 1/5 de l'Ukraine. Si la Russie, par exemple, ne recule pas, ne modère pas ce genre de revendications, ça veut dire qu'elle n'est pas prête à des négociations et qu'elle maintient des buts de guerre maximalistes parce qu'elle sait que c'est inacceptable. On a un précédent qui le montre et qui nous instruit un peu, c'est tout simplement celui des semaines précédant l'invasion de 2022. Tous les points avancés par les Russes étaient totalement inacceptables. Et évidemment que l'ultimatum, on envahit ici, par exemple, on ne sort pas les troupes américaines des pays d'Europe de l'Est où elles sont positionnées, était un prétexte pour pouvoir envahir. Maxime Yadou. Non, mais dans ce que disaient Aurélien et le général Chevancy, il y a quand même un moment l'idée, parlons-nous en réalité la même langue, parce qu'on voit bien qu'il y a en permanence si vous voulez, des controverses de communication qui fait qu'à la fin, personne, on revient, comme vous le disiez, un peu au même débat. Quand tout à l'heure, Arlette Chabot soulignait le fait qu'il fallait faire attention aux mots, oui, je pense qu'il faut faire excessivement attention aux mots quand on parle de jour historique, sinon on se retrouve, si vous voulez, à avoir la sensation des mêmes débats, des mêmes questions, des mêmes propos de porte-parole, des mêmes réunions. Je reste toujours
estomaqué du fait que au moment où, après le discours du président Macron qualifiant, rappelez-vous, on a quand même eu en France un grand débat sur étions-nous sûrs que la Russie était une menace existentielle. Donc nous n'avons pas, si vous voulez, du tout la même conscience par rapport à un peuple comme la Pologne, où quand vous regardez les différentes études, c'est plus de 65%, si vous voulez, des Polonais qui sont persuadés que la Russie, enfin que l'année 2025 est angoissante, en grande partie à cause de la Russie. Quand on en est encore à faire des photos symboles, des voyages en train, qui bien sûr sont importants pour mettre la pression sur la Russie, j'ai un doute. Quand on reparle de grandes sanctions, et d'ailleurs quand Bastien Auger, dans l'interview exclusive qu'a donné le président Emmanuel Macron à TF1 LCI, dit mais alors qu'est-ce qu'on va faire comme sanction, reparle du pétrole, du gaz, etc. Dans ce cas-là, pourquoi ne l'avons-nous pas fait avant? Et il y avait un article assez extraordinaire, voyez-vous, dans le Figaro aujourd'hui, qui expliquait que l'Union européenne, parce qu'on parle souvent de son inaction, pas du tout. Elle a quand même fait 14 réunions en 2 ans pour instaurer un tribunal, on va dire une sorte de tribunal de guerre pour pallier ce qui pouvait manquer à la Cour pénale internationale. Mais rappelez-moi une grande décision de la Cour pénale internationale qui, ces dernières années, a fait, on va dire, état au point que tout le monde se dit c'est vrai, elle a raison. Donc si vous voulez, je crois qu'il y a une vraie différence de langage qui fait qu'on risque de se retrouver dans un cercle de blabla. Il y a eu le mandat d'arrêt contre Poutine quand même, en 2023. Oui, le mandat d'arrêt oui, non mais d'accord, sauf que le mandat d'arrêt, si vous voulez, on voit bien à quel point aujourd'hui il a, on va dire, peut-être une vocation symbolique, une fois de plus, mais dans les faits... Oui, c'est vrai. En fait, vous avez évoqué tout à l'heure le mot puissance, et le mot puissance, c'est là. Il n'y a pas de puissance derrière tout ce que l'on voit. On voit de l'image, des déclarations, mais très importante au passage. C'est une présente, et j'allais vous poser presque la question, c'est que moi j'ai l'impression que c'est pas une pression sur Poutine qui est faite aujourd'hui, c'est la pression sur Trump. C'est ça le sens du voyage. Il est de faire pression sur les Américains, puisqu'ils commencent à constater que c'est pas si facile que ça, et que Poutine n'est pas forcément le partenaire idéal et facile à convaincre. Peut-être qu'effectivement, il est en train de balader Trump, lui-même s'interroge. Je pense que ce voyage, c'est ça. Ils sont assez malins pour s'aligner, les Européens, sur la position de Trump, réclamant un cessez-le-feu de 30 jours sans condition. Bon, ok, et ils y vont, ils jouent le jeu, ils existent, et si ça marche pas, ils se tournent vers Donald Trump. Alors Donald, tu dis quoi maintenant? Alors Donald, les 100 jours, c'est passé maintenant. Et oui. On en vient effectivement à de véritables sanctions. Ouais. Alors Maxime, vous parliez il y a quelques instants effectivement des différences de langage et de discours. Il faut quand même écouter Vladimir Poutine hier sur la place Rouge, donc pour le 9 mai, qui fêtait donc les 80e anniversaire du jour de la victoire, réécrire l'histoire. Je vous propose d'écouter le chef du Kremlin. La vérité et la justice sont de notre côté. L'ensemble du pays, la société et le peuple soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination, de leur force d'âme qui nous a toujours apporté la victoire et seulement la victoire. Adina Revol, l'ensemble du peuple russe est derrière la Russie. Ça, c'est intéressant de voir effectivement comment ces images du 9 mai ont été instrumentalisées, si je puis dire, ou en tout cas mises à l'épreuve d'une démonstration de force. Est-ce que vous pensez qu'il y a un fossé entre la vision européenne et la vision russe? On parlait de différence de discours. Écoutez, hier, c'était la journée de l'Europe d'abord. Et justement, il y avait une vraie différence entre la vision européenne, qui est une vision justement la victoire contre le fascisme et plus jamais ça. Donc c'est ça le projet européen, c'est un projet de liberté. Et la vision de Vladimir Poutine, qui était célébrée hier sur la place Rouge, autour d'un ramassis de dictateurs, parce qu'il y en avait 20, il y avait Lula qui faisait un peu différence, mais sinon il y avait un ramassis de dictateurs. Et moi, ce que j'ai vu, c'est surtout une vassalisation de la Russie par rapport à la Chine, parce que la présence du Xi était là, parce que justement la Chine profite beaucoup de l'affaiblissement de la Russie. Il ne faut pas oublier que la Russie aujourd'hui, c'est le PIB, c'est la richesse de l'Espagne. Donc c'est un petit pays et la Chine et la Russie a besoin de la Chine. On parlait tout à l'heure des énergies fossiles qui ne sont plus autant importées dans l'Union européenne. En fait, Vladimir Poutine s'est tourné vers la Chine notamment. Donc Vladimir Poutine ne peut pas résister sans la Chine. Et c'est pour ça qu'il va tenir, parce qu'il sait que la Chine est derrière lui. Et dernier message qui a été envoyé hier, peut-être aux Européens également, la présence de Xi montre que l'Union européenne doit se réveiller par rapport à la Chine. Et la Chine est devenue maintenant
c'est un ennemi stratégique, clairement. Et dans les relations commerciales possibles avec la Chine à venir, il faut prendre ça en compte de manière très sérieuse. Aurélien Duchesne, on entendait il y a quelques minutes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dire effectivement 30 jours c'est trop, l'Ukraine pourrait reconstituer ses forces. Le général Chovancy avait l'air d'acquiescer. Qu'est-ce qu'on fait en fait pendant ces 30 jours quand on est une armée sur le terrain pendant 30 jours? Qu'est-ce qu'on a le temps de faire? Général, je vous donne la parole dans une petite minute parce que c'est vous le général. Alors attendez, on ne va pas froisser le général Chovancy. On va d'abord lui passer la parole et Aurélien Duchesne. On respecte la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on fait très concrètement pendant 30 jours? Comment est-ce qu'on se reconstitue quand on est une armée? D'abord, on réaligne ses lignes de combat, on recomplète les munitions. On recomplète les troupes. On fait venir des troupes fraîches pour remplacer celles qui sont usées. Et on profite de toute cette opportunité où il n'y a pas de combat pour se remettre en état de combat. Voilà, c'est ça les 30 jours. Ce n'est pas la trêve, c'est simplement on ramasse les blessés, on ramasse les morts. Donc ça aussi, ça fait partie, je dirais, de ce qui se passe dans une sortie de conflit temporaire. Donc, de part et d'autre. Mais ça se fait de part et d'autre. Ça serait tout à fait c'est-à-dire que la Russie pourrait aussi se reconstituer finalement et être à armes égales. Alors la question de la trêve des 30 jours n'est pas la question de se recompléter. C'est ce qu'il y a après. Aujourd'hui, la Russie n'a pas intérêt à négocier. Elle n'a pas intérêt parce qu'elle n'est pas mise en difficulté à la date d'aujourd'hui. Si elle avait été mise en difficulté, si elle avait des problèmes d'approvisionnement, si elle avait des problèmes de ressources humaines, elle dirait, bon, cette trêve, je l'accepte et on va commencer à négocier. Mais aujourd'hui, elle n'est pas dans cette situation-là. D'après les images qu'on en a, ce qu'on entend, la Russie est convaincue qu'elle va gagner. Donc elle ne peut pas laisser à l'autre, à l'Ukraine, le soin de se remettre en condition et finalement de retarder encore les avancées russes telles que la Russie les envisage. Aurélien Duchesne, est-ce que vous pensez là que Donald Trump pourrait... Parce que là, on le voit depuis un mois, finalement, il fait des menaces. Il dit, attention, Vladimir, je m'impatiente, etc. Il a exigé ce cessez-le-feu. Là, il vient d'avoir un non-retour du Kremlin. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour mettre la Russie en difficulté ? Juste ici, il a plutôt employé la carotte. Par exemple, l'idée de normaliser les relations économiques entre la Russie et les États-Unis. Et ce sont les Russes qui ont déroulé le tapis rouge aux entreprises américaines. Maintenant, du côté du bâton, en termes de sanctions, il y a effectivement les sanctions pétrolières. Quand on regarde les derniers paquets de sanctions adopté par l'administration Biden en coordination avec le Japon et le Royaume-Uni, ça ciblait la fameuse flotte fantôme, c'est 400 à 600 pétroliers qui permettent de contourner les sanctions. Un autre type de sanctions sur lesquelles peut appuyer Donald Trump, c'est tout ce qui est système international de paiement, comme le système SWIFT. Et puis il y a une dernière chose qui commence à être discutée aux États-Unis. Quand on parle beaucoup en Europe des fameux 200 milliards d'actifs gelés, qui sont gelés mais pas encore saisis. Il y en a à peu près une centaine de milliards côté américain, 300 milliards pour les pays du G7. Là aussi, les Américains peuvent commencer à appuyer. Mais au fond, ce qui peut peut-être plus faire pencher, je dirais, la menace côté Trump, c'est sa versatilité. Et que les Russes comprennent, que la partie russe comprenne que le même Trump qui parlait, par exemple, d'atomiser la Corée du Nord pour serrer la main de son dirigeant à quelques mois d'intervalle, peut demain se retourner de manière très violente s'il estime que Poutine, joue avec ses nerfs. Alors vous dites versatilité, mais beaucoup d'experts, y compris sur ce plateau, ont quelquefois accusé Donald Trump d'être presque un agent du KGB et interrogent le fait qu'on pourrait être dans un théâtre de l'ombre où Donald Trump ferait semblant de s'impatienter pour mettre la pression sur le Kremlin tout en laissant la guerre continuer. Effectivement, là, Arlette Chabot, avec cette image de ces Européens, il va devoir quand même peut-être agir et faire un pas, Donald Trump. Le problème, c'est effectivement la prise de conscience par l'administration américaine de la vraie volonté russe. Les Européens lui ont répondu plusieurs fois, ils lui ont dit à plusieurs reprises. Quand Zelensky disait « Poutine ne veut pas la paix », évidemment, Trump ne voulait pas entendre. Les Européens ont dit exactement la même chose et il était également extrêmement réticent. Là, il est en train de constater qu'effectivement, la Russie ne veut pas la paix. Et c'est peut-être d'ailleurs, et je retourne aussi en forme de question, c'est quand même aussi peut-être une occasion ratée pour Poutine. Parce qu'au fond, le Trump extrêmement ouvert à la reprise des discussions et des relations économiques, ouvert aux demandes de la Russie, c'est-à-dire, en gros, on récupère ce qu'on a déjà pris sur le terrain et puis tout va bien, on garde la Crimée et les Ukrainiens ferment leur petite bouche. Il avait quand même une possibilité, effectivement, d'obtenir ce qui paraissait comme un succès. Il en veut plus. Et là, peut-être qu'il a raté, et on le saura dans quelques temps, une occasion. Ce jour va compter, Dina Rebol, en un mot pour finir ce débat ? Oui, parce que c'est le retour de l'Europe. Donc c'est très important, parce que jusqu'à maintenant, on parlait de la résolution d'un conflit sur le continent européen sans l'Europe, et c'est très important.